Bonjour tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le 10 juillet et il y a 81 ans, l'Assemblée nationale votait les pleins pouvoirs à Philippe Pétain, mettant fin à la Troisième République. Nous allons donc aujourd'hui essayer de voir déjà comment cette journée s'est déroulée, essayer de comprendre comment l'Assemblée nationale, ses députés, ses sénateurs, ses élus de la République sont retrouvés à voter la fin de la République. Nous allons essayer d'analyser également qui a voté, que ce soit sur le plan politique, sur le plan des profils des élus, de leur origine géographique. Avant de commencer, comme je vais vous préciser que cette vidéo est en partie inspirée de la vidéo qu'a fait Istoni sur le sujet. Istoni, qui est un youtubeur qui parle d'histoire, qui est également enseignant d'histoire, c'est un vrai historien, il est en université, qui a fait une vidéo sur ce sujet. Donc je vous invite chaudement à aller la voir. Mais ma vidéo n'est pas non plus un copier-coller de la sienne, elle s'en inspire sur certains aspects, mais elle va s'en différencier parce que lui évoque beaucoup plus également le contexte, comment la défaite est arrivée, et ce qui est arrivé après, le destin de ces députés, comment ils ont été traités après la libération. Là où moi je vais me concentrer vraiment sur le 10 juillet lui-même, analyser ce 10 juillet. Du coup, il y aura beaucoup de choses qui ne seront pas dites dans cette vidéo, et il y aura quelque chose qui n'est pas dit dans cette vidéo qui seront dites ici. Donc cette vidéo permet à la fois donc d'apprendre plus de choses sur le 10 juillet en lui-même, tout en faisant quand même une vidéo plus courte que la sienne pour les personnes qui ne veulent pas passer une heure à regarder une vidéo. Néanmoins, si le sujet vous intéresse et que vous avez le temps, je vous invite chaudement à aller voir sa vidéo. Donc commençons. Ce 10 juillet 1940, les parlementaires sont convoqués à Vichy, au Grand Casino, pour un vote d'une grande importance. Ils sont convoqués par le président Albert Lebrun à la demande du nouveau président du Conseil, Philippe Pétain. L'armistice a été signé le 22 juin, ce qui actait la défaite de la France dans la guerre contre l'Allemagne, une défaite lourde, écrasante et rapide. Or, il y a une tradition en France qui s'était un peu instituée après l'abdication de Napoléon Ier après sa défaite, après la chute du Second Empire, après la défaite face à la Prusse et ses alliés avec la bataille de Sedan, c'est que lorsqu'un régime perdait lourdement, il devait être changé. Donc déjà ça posait l'idée que la Troisième République avait vécu et qu'il était temps de passer à autre chose. Et c'est dans ce contexte donc que le vote des pleins pouvoirs constitutionnels va être effectué. Parce qu'en effet, le 10 juillet, ce n'est pas en réalité le vote des pleins pouvoirs absolus. Non, c'est les pleins pouvoirs constitutionnels. Si ainsi on lit l'article qui est voté, un article unique, il dit « L'Assemblée nationale donne tout pouvoir au gouvernement de la République sous l'autorité et la signature du maréchal Pétain à l'effet de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle constitution de l'État français. Cette constitution devra garantir les droits du travail, de la famille et de la patrie. Elle sera ratifiée par la nation et appliquée par les assemblées qu'elle aura créées. La présente loi constitutionnelle, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale, sera exécutée comme loi de l'État, fait à Vichy le 10 juillet 1940 par le président de la République Albert Lebrun, le maréchal de France, président du Conseil Philippe Pétain. Donc, Pétain n'a pas le pouvoir en soi de diriger librement le pays. Techniquement, la constitution de la Troisième République est censée rester en activité jusqu'à qu'une nouvelle constitution soit élaborée par lui et son gouvernement, et qu'elle soit adoptée par la nation, donc normalement par un référendum. Bon, au final, tout ça n'aura pas lieu. Dès le lendemain, Pétain va mettre fin à la République en proclamant 3 actes constitutionnels qui ne seront absolument jamais validés par la nation, mais qui vont entrer en action et mettre fin à la Troisième République. Alors, au-delà de ce que le vote impliquait. Lors de ce vote, Pétain n'est pas présent. C'est Pierre Laval qui est à la manœuvre. Il présente ainsi le projet du gouvernement, le projet qui avait été présenté au gouvernement le 29 juin, et qui avait été validé le 4 juillet. Le 8 juillet, ce projet est présenté aux parlementaires, et les deux chambres, le Parlement avec les députés et le Sénat avec les sénateurs, vont séparément le 9 juillet voter le principe de l'acte constitutionnel. Les deux chambres, donc le Parlement et le Sénat, vont voter séparément le principe de la révision constitutionnelle, ce qui ouvre ensuite la réunion des deux chambres en Assemblée nationale pour voter définitivement ce principe de révision constitutionnelle et les pleins pouvoirs constitutionnels à Philippe Pétain. Il n'y a pas de débat ce 10 juillet techniquement. La séance ne comprendra pas de débat. À la base, il y avait des interventions qui étaient prévues, mais le président du Sénat, Jules Genenay, va clôturer les débats et donc il n'y aura pas d'intervention à ce sujet. Néanmoins, il y aura une réunion informelle le matin durant laquelle Pierre Laval va du coup manœuvrer. Il va ainsi affirmer, entre autres, que les commissions parlementaires vont continuer de travailler avec le gouvernement, et que la nouvelle constitution va certes avoir un pouvoir exécutif plus fort, mais dans le but d'assurer la stabilité. Et il réaffirme le fait que la nation entière sera consultée. Donc il donne des garanties démocratiques aux parlementaires afin de les rassurer les plus méfiants. Et en l'absence d'intervention des opposants, au final, l'opposition n'arrivera pas à se faire entendre. Et donc la séance en soi dure de 14h à 14h30, ensuite une commission mixte, donc avec des représentants sénateurs et députés,
se réunit, fait un rapport qui soutient le projet de Laval, qui va être ensuite voté un peu après 17h. Résultat de ce vote, 570 voix pour, 358 députés et 212 sénateurs, 80 votes contre, 57 députés, 23 sénateurs et 20 abstentions. Il est alors souvent dit que c'est la chambre du Front populaire qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain. Souvent, si on dit c'est la gauche, celle qui a gouverné avec Léon Blum, qui a donné les pleins pouvoirs à Pétain. Mais c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça et plusieurs historiens rejettent cette théorie. On peut citer ainsi par exemple Henri Rousseau, Éric Conan ou encore Olivier Vieux-Vorca. Il y a en effet plusieurs choses à savoir. Déjà, ce n'est pas le Parlement, ce n'est pas les députés seuls qui votent. C'est l'Assemblée nationale, donc les députés et les sénateurs. Or, les sénateurs sont bien plus à droite que les députés. Déjà, le Sénat a fait tomber le Front populaire. Le premier gouvernement Léon Blum est tombé à cause du Sénat. Donc le Sénat était opposé au Front populaire. En plus, il y a quand même eu quelques changements en 4 ans parmi les députés. Oui, les députés ont été élus en 1936, c'était la chambre du Front populaire, mais il y avait une grande partie des députés communistes qui déjà ne siégeaient plus, puisque du coup, suite au pacte germano-soviétique, ils ont été déchus de leur mandat en janvier 1940. Ainsi, sur 76 députés, 62 ont été déchus de leur poste. Il n'en reste donc que 14, dont 3 étaient alors absents. Donc déjà, il y a 65 députés de gauche qui ne sont plus là. Ensuite, il y a les radicaux, qui à la base étaient dans le Front populaire, mais qui ont quitté la coalition. Et maintenant, ils gouvernent avec la droite. Ils sont dans une coalition de droite. Il faut ensuite noter plusieurs autres absents. Déjà, les morts. 17 députés parlementaires sont morts, là, déjà. 6 sont morts récemment au front. Il y en a 18 qui sont prisonniers de l'ennemi. Et il y a aussi les 27 parlementaires qui sont sur le Massilia. Ça, c'est des parlementaires qui sont partis vers l'Afrique du Nord. Et à la base, c'était un projet, en fait, de continuer le combat de là-bas. Et donc, c'était souvent des opposants à Philippe Pétain ou à l'abandon, à l'armistice, et donc ils auraient probablement été majoritairement à voter contre. Et ils étaient dans une grande majorité de gauche. 8 socialistes, 13 radicaux, un ancien PCF, donc un des 3 PCF absents du coup parmi les 14 siégeants encore, et 5 de droite. Donc clairement, l'Assemblée réunie là est bien plus à droite que la Chambre du Front populaire de 1936. Et ensuite, si on observe le détail des votes, sur les 80 votes contre, il y en a quand même 73 qui venaient de la gauche, et seulement 5 de la droite et 2 non inscrits. Au niveau des abstentions, 16 des 20 abstentions viennent de la gauche. Au niveau des votes pour, là aussi, il y a une majorité de gens de gauche, surtout avec les radicaux qui constituent un énorme groupe au Parlement et au Sénat. La gauche était largement majoritaire, mais comme je vous l'ai dit, ces radicaux étaient penchés de plus en plus à droite, et on verra par la suite que c'est les radicaux qui, au sein de la gauche, auront été les plus massivement à voter pour. En tout cas, il y a 286 parlementaires classés à gauche qui votent pour, 237 qui sont classés à droite et 46 sont sans étiquette. Sur l'ensemble des parlementaires présents ou absents, 77% des parlementaires de droite ont voté pour, 54% de ceux de gauche. Donc oui, majoritairement les parlementaires de gauche ont voté pour, mais on voit moins que ceux de droite. Et si on regarde le ratio de vote contre, ratio de vote contre par rapport au vote pour, on a 20% de vote contre à gauche et seulement 2% à droite. C'est quand même un sacré écart. Si on regarde un peu plus en détail au sein de la gauche, sur les 11 parlementaires communistes qui sont présents, il y en a quand même en effet 8 qui votent pour et 3 qui votent contre. Majorité large, ça fait quand même 27% des parlementaires présents qui votent contre 12% en moyenne. Au sein de la SFIO, il y aura 27,5% de votes contre, 36 contre 90, essentiellement autour des partisans de Léon Blum. C'est eux qui vont être les plus nombreux à voter contre. On a 23 partisans de Léon Blum qui votent contre. Ce qui fait que, en termes de groupe, ça va être le groupe de la gauche indépendante qui est le seul groupe où il y a une majorité de contre et, par rapport au oui. Il y a plus de votes non que de votes oui. La gauche indépendante, c'est un groupe qui rassemblait d'ex-SFIO, d'ex-radicaux, mais ce n'était pas associé à un parti politique en particulier. En termes de parti politique, c'est les parlementaires issus du PCF et ceux de la SFIO qui auront eu les taux de vote contre les plus élevés. Si on ajoute les parlementaires du Massilia, on arrive à un taux d'opposition de 1 tiers au PCF et de 35,7% à la SFIO, contre 18,2% en moyenne. Comme on l'a dit, au sein de la gauche, il y a les radicaux qui auront le taux de vote pour le plus élevé, avec le groupe de l'USR, l'Union des socialistes républicains, qui réunit notamment les néo-socialistes qui vont être nombreux à basculer dans la collaboration. Donc pour eux, c'est pas étonnant. Pour les radicaux, ça peut paraître plus étonnant, parce que le parti radical, c'est quand même le parti de la Troisième République. C'était les plus radicalement républicains, d'où leur nom. C'était également des laïcards. Alors l'idée d'une révolution nationale basée sur des valeurs chrétiennes, ça aurait pas dû leur parler du tout. L'aspect anti-républicain, anti-parlementaire du projet de Pétain, du projet de Laval, ça aurait pas dû leur parler du tout. Et ça montre bien la dérive de ce parti, l'attachement à la République de moins en moins fort, et leur dérive droitière avec des alliances de plus en plus fréquentes avec la droite, et un anticommunisme qui se développait.
Si on observe les différences entre Parlement et Sénat, les sénateurs socialistes vont être majoritairement contre, alors que les députés socialistes vont plutôt être pour. Par contre, chez les radicaux, c'est plutôt l'inverse. Ce qui est logique puisque les sénateurs radicaux sont plus à droite que les députés radicaux. Maintenant, à droite, avec 2% seulement de vote contre par rapport au nombre de votes oui, c'est clair que dans quasiment tous les groupes, le vote oui va être extrêmement majoritaire. Il n'y aura qu'un seul groupe où le vote non va pouvoir un peu dépasser le simple statut de marginalité. C'est au sein du Parti démocrate populaire, qui est un parti démocrate chrétien, où il y a 11 oui pour 2 non, ce qui fait quand même 15,4% de non, soit 7 fois plus que la moyenne à droite. Ça peut paraître là aussi étonnant parce qu'un parti chrétien, là où Pétain comme ça s'appuie beaucoup sur les valeurs chrétiennes, c'est surprenant, mais en effet, les démocrates chrétiens ont été réticents à l'idée de révolution nationale. Et beaucoup de chrétiens vont s'engager dans la résistance qui conduira ensuite le MRP, Mouvement républicain populaire, qui sera un parti chrétien-démocrate à être très puissant à la libération, là où les anciens mouvements de droite qui étaient avant les principaux partis de la droite, l'Alliance démocratique et la Fédération républicaine, vont connaître beaucoup de difficultés. Bon, néanmoins, une fois dit ça, le fait est que c'est que, à part au sein de la gauche indépendante, dans tous les camps politiques, le vote oui, le vote des pleins pouvoirs va être majoritaire. Oui, la gauche fournit 93% des non, 80% des abstentions et 85% des parlementaires à bord du Massilia, mais le fait est que, même à gauche, le soutien à Pétain a été majoritaire. On peut également observer que le Sénat était plus majoritairement en faveur du oui. On peut aussi voir que, en termes de profil des élus, les parlementaires qui ont voté les pleins pouvoirs sont plutôt des élus moins expérimentés que ceux qui ont voté contre. Beaucoup d'anciens ministres, d'anciens personnalités qui ont occupé des postes importants ou des parlementaires qui sont là depuis longtemps, c'est eux qui vont le mieux s'opposer au régime parce qu'en fait, c'est eux qui vont le mieux résister aux pressions parce qu'il y aura beaucoup de pression sur ces élus, sur les élus pour qu'ils votent les pleins pouvoirs et des élus moins expérimentés vont plus facilement se faire avoir. Un autre élément qui est également noté par Olivier Vievorka, c'est qu'il y a un effet géographique. En effet, dans les départements les plus touchés par les combats, à l'est notamment, ou au nord, le vote oui au plein pouvoir est quasiment unanime. Là, c'est là où on veut le plus mettre fin à la guerre, c'est là où on a le plus peur. Au contraire, dans les départements où la guerre n'a pas atteint, le sud-ouest, le Languedoc-Roussillon, l'Aquitaine par exemple, c'est là qu'il y aura les plus forts taux d'opposition. Donc vous voyez sur la carte le taux d'opposition par région, donc vous pouvez faire pause si vous le souhaitez pour voir ça en détail. Maintenant, pourquoi ce vote? Il faut voir l'importance du choc de la défaite. La défaite qui est déjà actée par l'armistice, donc déjà c'est fait, on a perdu, l'armée est en déroute, les chefs militaires veulent pas que la guerre se poursuive, donc on a l'impression que si on refuse les pleins pouvoirs à Pétain, on remet en cause l'armistice qui de fait ne peut pas être mis en cause. Parce que c'est déjà fait, on a perdu. Le coût humain de cette guerre est important, la guerre est impopulaire. Il faut se rappeler que le pacifisme durant l'entre-deux-guerres était important. Beaucoup chez les anciens combattants notamment, et beaucoup de députés cisgenres alors sont d'anciens combattants, beaucoup de députés globalement sont des anciens combattants, mais en plus, une partie des absents sont parce qu'ils sont au front. Or, ceux qui sont mobilisés au front, c'est les moins de 40 ans qui n'ont pas participé à la Première Guerre mondiale. Donc il y a beaucoup plus d'anciens combattants parmi ceux qui votent et qui sont donc très fortement touchés par le pacifisme. Et ce vote des pleins pouvoirs à Pétain est vu comme le vote de pacifisme pour mettre fin à la guerre. Il faut y ajouter la popularité de Pétain. Je l'ai déjà dit, mais Pétain, c'est une figure héroïque. C'est le plus français des Français. Voilà, on a confiance en lui. Et c'est encore plus vrai lorsqu'on est un ancien combattant. Donc, on vote les pleins pouvoirs à Pétain facilement. Et on n'imagine pas. Et ce, sans forcément adhérer à l'idée de révolution nationale. Oui, il y avait une partie des députés, des parlementaires, des sénateurs qui voulaient une révolution nationale. Et même là, quelle révolution nationale, c'était flou. L'idée de réformer la République, c'était une idée qui était déjà présente dans la Troisième République, et la défaite va accentuer cette idée-là. Néanmoins, pour la majorité des députés, il n'y avait pas forcément un contenu politique à ce vote des pleins pouvoirs, mais juste, en fait, la volonté de chercher un sauveur suprême. Ça ne doit pas non plus être vu comme une envie de collaborer. Parce qu'une fois là aussi, Pétain n'était pas vu comme quelqu'un de collaborateur. Bien au contraire, Pétain était vu comme le plus anti-allemand des Français. C'était la figure capable de tenir tête à l'Allemagne. Ce n'était donc pas le projet affiché de Pétain et de Laval, la collaboration. Leur projet affiché, de toute façon, était très flou. L'idée d'une régénération nationale, des Roland xénophobes et réactionnaires, mais qui de toute façon se retrouvaient bien au sein de la droite de l'époque, de plus en plus contaminée par les ligues d'extrême droite. Mais l'ampleur que va prendre cette xénophobie, cet antisémitisme, cette collaboration, n'était pas attendue. Et il ne faut pas aussi oublier une chose, c'est que le vote des pleins pouvoirs à des chefs de gouvernement, c'était déjà fait. Léon Blum l'avait demandé sur les questions financières et économiques, il ne l'avait pas obtenu, mais il l'avait demandé. Daladier avait obtenu les pleins pouvoirs dans le cadre de la guerre, quelque temps auparavant. Donc au final, ça avait déjà été fait, pourquoi ça aurait été si particulier cette fois-ci? Pourquoi des parlementaires qui avaient voté les pleins pouvoirs à Daladier sans que ça ne remette en cause la République
auraient hésité à le faire pour Pétain, en qui ils avaient confiance. Autre signe qui montre que ce vote des pleins pouvoirs ne signifiait pas forcément un soutien à la collaboration, c'est que plusieurs députés et sénateurs ayant voté les pleins pouvoirs vont s'engager plus ou moins activement dans la résistance. Certains de ces parlementaires étaient juifs et vont subir les persécutions du régime. Pierre Masse, par exemple, va mourir en déportation. Henri Maupoil, Georges Maurice vont également être déportés. Au total, 9 parlementaires seront exécutés et 51 déportés, 50 internés. Il faut aussi voir que des garanties avaient été données au parlementarisme, notamment du coup, le fait que la révision constitutionnelle devait être validée par la nation, que les deux chambres allaient continuer de fonctionner en attendant l'application de ces nouveaux actes constitutionnels. Cependant, dès le 11, elles vont être renvoyées par les actes constitutionnels. Cependant, les deux présidents vont pouvoir continuer de conserver un bureau qui fonctionne pendant encore un certain temps. Quant à l'idée de réviser la Constitution, c'était quelque chose qui était présent depuis longtemps, depuis les années 30. On voulait renforcer le pouvoir exécutif parce que la Troisième République fonctionnait moins bien, le parlementarisme montrait des limites et on voulait rationaliser le parlementarisme. C'était quelque chose qui était porté par les ligues d'extrême droite, c'était quelque chose également porté par d'autres personnalités, dont des personnalités considérées comme respectables. L'ancien président Gaston Doumergue voulait un tel projet. Et parmi les mouvements d'extrême droite qui réclamaient ce renforcement du pouvoir exécutif, certaines étaient massives. Les Croix de Feu, par exemple, ont compté des centaines de milliers d'adhérents, et le Parti social français qui en était issu en a compté jusqu'à 1 million. Et au final, le projet de renforcement du pouvoir exécutif, c'est ce qui va s'appliquer finalement. En 1958, la nouvelle constitution de la Ve République, portée par De Gaulle, qu'on ne peut pas accuser de pétainisme, vu son engagement quand même dans la France libre, c'est un renforcement du pouvoir exécutif. Et certains parlementaires qui ont pu voter oui le 10 juillet 1940, au final, ils ne voulaient que ce qu'a fait De Gaulle. Ce vote pouvait même paraître un vote de défense de la République. En effet, il y avait la crainte d'un coup d'état militaire qui aurait renversé la République. Et Pétain était présenté par Laval comme le rempart contre ce risque de coup d'état. Laval présentait ce jour-là le vote des pleins pouvoirs Pétain comme le rempart protégeant la République. Ironique. Laval va aussi, lors des discussions informelles, dire à plusieurs députés « Non, je ne veux pas que la France s'aligne sur les régimes totalitaires. Je ne veux pas que la France s'aligne sur le nazisme et le fascisme dans sa politique intérieure. » Néanmoins, Laval avait aussi tenu des propos contraires à d'autres moments. Laval était un grand habitué des doubles discours, du double langage, et les parlementaires qui ont choisi de le croire ont quand même bien voulu le croire. S'ils avaient voulu se méfier, ils avaient largement de quoi faire. Il y aura également des projets alternatifs qui vont être émis par des parlementaires, des sénateurs notamment, de en effet donner les pleins pouvoirs à Pétain, mais assurer plus de garanties à la République et au parlementarisme. Et Laval, on va là lâcher un peu de l'est, parce qu'à la base, la réforme constitutionnelle de Pétain ne devait pas être validée par la nation, mais par les assemblées créées par la nouvelle constitution. Donc en fait, Pétain aurait mis en place de nouvelles assemblées, et c'est elles qui auraient dû valider la constitution. Donc évidemment, dans une telle disposition, il n'y avait aucune garantie que ces assemblées soient démocratiques. Donc Laval avait dit « Ok, d'accord, du coup, ça sera la nation qui va pouvoir valider ou pas cette constitution. » Ce qui, du coup, donnait une garantie démocratique. Bon, au final, ça ne va rien changer, puisque ça ne sera jamais validé ni par une assemblée, ni par la nation. Il faut également voir la peur. La peur. Il y avait des menaces. Il y avait des mouvements ligueux qui menaçaient les parlementaires. Il y avait la peur de la guerre. L'armée allemande n'était plus très loin. Et beaucoup de parlementaires craignaient, en votant non également, ils allaient se faire arrêter. Ceux qui ont voté non étaient persuadés qu'ils allaient se faire arrêter immédiatement. En tout cas, beaucoup d'entre eux. Certes, au final, ce ne sera pas le cas, mais seront placés sous surveillance policière et vont subir la répression par la suite. Il faut également souligner ce jour-là l'absence d'engagement des 3 présidents. Les 3 figures principales de la République, Albert Lebrun, président de la République, Édouard Herriot, président de la Chambre des députés, et Jules Geneney, président du Sénat. Aucun des 3 ne va s'engager contre le projet des pleins pouvoirs Pétain. Ils vont respecter en fait un devoir de neutralité lié à leur fonction. Les présidents de chambre et le président de la République sont au-dessus de ça. Ils ne sont pas censés prendre position politiquement. Au sein des votes au Parlement et au Sénat, les présidents sont censés s'abstenir. Ils ont en fait respecté le cadre républicain de leur fonction au point de ne pas s'engager pour défendre la République. Donc c'est terminé pour cette vidéo. On voit que c'est un sujet complexe. On voit que les raisons qui ont conduit à ce vote sont multiples. Qu'en effet, une partie des parlementaires qui ont voté pour étaient adhérés à l'idée de révolution nationale, à l'idée réactionnaire, xénophobe, antisémite. Une partie de la droite, depuis longtemps, voulait un rapprochement avec l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Plus l'Italie fasciste que l'Allemagne nazie, souvent. L'Allemagne nazie, c'était quand même l'ennemi allemand, on était plus réticent. Mais un rapprochement avec l'Italie fasciste, en tout cas, c'était une idée qui était présente depuis longtemps au sein de la droite. Donc, le projet de Pétain pouvait leur plaire. Mais on voit que c'est allé bien au-delà. Et que ce soit par opportunisme, par peur, par aveuglement, par confiance en Pétain, par réflexe de chercher un sauveur suprême,
pour différentes raisons, le vote pour a été majoritaire dans tous les groupes politiques. Mais qui reste néanmoins quand même assez malhonnête d'accuser la Chambre du Front Populaire d'en être responsable, d'en accuser la gauche, là où la droite l'a été encore plus massivement favorable. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut en dédouaner les parlementaires de gauche qui ont voté pour, mais il faut quand même comprendre le contexte pour comprendre l'époque, comprendre ce qui s'est passé, comment en fait une république peut d'un coup sombrer comme ça. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé, elle a été un peu longue, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Donc n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager et à commenter, et vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.